Merci Emmanuel. Notre intervenant suivant passe ses journées dans des amphis bondés et ses nuits dans la solitude de l'écrivain, mais il a tout de même les pieds sur terre. Il va nous expliquer pourquoi et comment réduire notre dépendance à l'alimentation animale. Je vous demande d'accueillir Vincent Message. Bonsoir à tous. Je voudrais vous parler d'une société dans laquelle les nouveau-nés sont séparés de leur mère quelques semaines après la naissance, dans laquelle la grande majorité des enfants grandit enfermés dans des bâtiments, sans pouvoir sortir ou jouer à l'air libre, et où, une fois qu'ils sont arrivés à l'adolescence, à leur taille d'adulte, alors qu'il leur reste les 3/4 de leur vie à vivre, ils sont enfermés dans des camions et emmenés vers des lieux où ils sont tués, parfois après avoir été étourdis, parfois encore conscients, d'un coup de couteau dans la gorge. Je voudrais vous parler d'un monde dans lequel ceux qui disent qu'il y a là une violence qu'on ne peut pas cautionner sont regardés comme des gens étranges. Cette vision de cauchemar, c'est celle que je déploie dans certains passages de mon dernier roman, Des fêtes des maîtres et possesseurs. Et ce monde, c'est le nôtre, c'est celui dans lequel nous vivons. Cette violence, c'est celle que nous faisons subir tous les jours, en ce moment même, pendant que nous sommes réunis, à des millions d'animaux. Alors je dis des millions, parce qu'il faut bien que ce soit des millions pour qu'on en arrive à ces chiffres. On tue chaque année, à l'échelle mondiale, pour s'alimenter, 65 milliards d'animaux terrestres, 1000 milliards d'animaux marins. Alors ce sont des chiffres vertigineux qu'on a du mal à se représenter. Peut-être suffit-il de se dire qu'on tue chaque année, pour s'alimenter, bien plus d'animaux qu'il n'a jamais existé d'hommes sur Terre. Et si j'ai envie de vous parler de cela, c'est qu'il me semble qu'il y a là-dedans deux paradoxes. Le premier, c'est qu'on sait que notre civilisation, pour se développer, s'est aidée de l'exploitation animale. Mais c'est précisément au XXe siècle, à l'époque où les progrès technologiques, les progrès de nos connaissances en nutrition auraient pu nous permettre de nous passer des animaux et de leur esclavage, de nous passer de leur force pour travailler, de nous passer de leur chair pour nous nourrir, que l'exploitation que nous leur faisons subir, au contraire, a été démultipliée. Et le deuxième paradoxe, c'est que nous sommes une société qui condamne la violence, et particulièrement la violence physique. On sait que ceux qui recourent à la violence pour défendre leurs idées sont immédiatement stoppés dans leurs actions et disqualifiés. On en a des exemples, par exemple, quand il y a des mouvements de contestation sociale. Et pourtant, nous cautionnons ce massacre massif chaque jour autour de nous. Sans doute parce que nous avons organisé le système de production de telle sorte que nous pouvons l'oublier, de telle sorte qu'il est entièrement dissimulé. Aujourd'hui, je crois profondément qu'il n'est plus rationnel de perpétuer cette violence cachée. Ça ne correspond pas aux valeurs de nos démocraties. Ce n'est pas nécessaire à partir du moment où on sait qu'il existe des alternatives pour s'alimenter et qu'elles sont, qui plus est, plus saines. Et surtout, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder un petit peu avec vous, ça contribue dans une mesure qu'on n'imagine même pas à la dégradation de l'état de la planète. On ne le dit pas beaucoup, on ne le sait pas forcément toujours, mais l'élevage, ça représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que tout le secteur des transports. 70% des cultures agricoles dans le monde sont destinées non pas à notre alimentation, mais à celle des animaux d'élevage, alors qu'on dit qu'on a des problèmes dans l'avenir pour nourrir la planète. Et c'est aussi de très loin la première cause de la déforestation. Donc c'est un facteur majeur d'aggravation de la crise écologique, dont on sait quel est le défi de notre siècle, le plus grand problème auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Il y a quelques semaines, en septembre 2016, c'est un événement dont on n'a pas beaucoup parlé non plus, c'est pourtant le plus lourd de conséquences qui se soit produit depuis longtemps, on a franchi le seuil de 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Et la communauté scientifique nous dit qu'on ne retombera pas en deçà de notre vivant. Ça ne s'était pas produit depuis tout de même 2,6 millions d'années, depuis le Pliocène, à une époque où le niveau des mers était nettement plus élevé et où ce qui est aujourd'hui Shanghai, le Bangladesh, la Bretagne, New York étaient sous les eaux. Alors pour atténuer le réchauffement climatique, on sait qu'il faut mettre en place la transition démographique, stabiliser la population mondiale. Et puis la transition énergétique pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Mais en fait, on parle beaucoup moins de la transition alimentaire. Alors qu'elle est également très importante,
et surtout, alors quel est sans doute le levier d'action le plus simple que nous ayons à notre disposition. Pourquoi c'est le levier le plus simple? Eh bien, tout simplement parce que c'est le domaine dans lequel les choses dépendent le plus de nos choix individuels. Il est plus facile de diminuer sa consommation de viande que de renoncer à prendre la voiture pour aller travailler ou faire ses courses quand on n'habite pas en centre-ville. Il est plus facile de ne plus manger de poisson que de ne jamais prendre l'avion pour les affaires ou pour les vacances. Nous avons du pouvoir en ce domaine. Nous ne sommes pas forcés de continuer à soutenir ce système qui est devenu profondément dysfonctionnel, qui génère une énorme souffrance pour les animaux, des conditions de travail assez misérables pour la plupart des éleveurs et une grande violence au travail pour certains employés, comme ceux des abattoirs. Et ce, alors même que passer à une agriculture moins intensive, plus végétale, dans un pays traditionnellement agricole comme la France, ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Alors on dit parfois qu'on ne peut pas changer de système parce que précisément ça appartiendrait à une tradition française. Mais d'abord, les traditions sont faites pour être remises en cause, pour honorer le présent, comme l'a dit un de mes prédécesseurs sur cette scène. Et ensuite, c'est faux. C'est faux si on prend les choses d'un petit peu plus loin. Avant les 30 Glorieuses, dans l'Auvergne par exemple, dans laquelle ont grandi mes grands-parents, la consommation de viande ou de poisson, en réalité, elle était très occasionnelle. Et aujourd'hui, le système d'élevage tel qu'il existe, il n'a rien à voir avec les images d'Épinal qu'on en a. Il n'a rien à voir avec les quelques animaux en liberté qu'on voit quand on se promène dans les campagnes, puisque ce sont, par exemple, 95% des cochons qui sont enfermés toute leur vie en bâtiment, ou 80% des poulets qui n'ont aucun accès à l'air libre. Alors pour engager cette transition alimentaire, la première des choses à faire, ce serait sans doute de rendre plus facile le choix d'une alimentation végétale dans l'espace public. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, c'est encore un parcours du combattant. Et à cet égard, on est en retard. On est en retard sur d'autres pays, sur l'Allemagne, la Suède, la Californie, sur l'Inde, bien sûr, qui compte 450 millions de végétariens, et où cet étiquetage plat végétarien, plat carné est obligatoire. Alors on pourrait, pour avancer en ce sens, proposer 3 mesures qui sont modestes, mais qui ont l'avantage d'être simples. La première, ce serait de mettre en place dans tous les espaces de restauration collective un pôle végétarien, pour qu'il y ait systématiquement, pour n'importe qui, de bonnes options en la matière. La deuxième, ce serait d'accompagner les restaurateurs dans la découverte de la gastronomie végétale, pour qu'eux aussi puissent, s'ils le souhaitent, mettre des options végétariennes, véganes à leur carte. Certains grands chefs s'attellent déjà à cette tâche, je pense à Alain Ducasse ou à Joël Robuchon, donc ça concerne aussi le domaine de la gastronomie et du luxe. Et la troisième chose, ce serait de mettre cette question au programme dans l'éducation nationale, pour que nos enfants apprennent à faire le lien, qui n'est pas intuitif, mais qui est réel et très important, entre les animaux, qui sont omniprésents dans les histoires qu'on leur lit, le contenu de leur assiette et l'état de la planète. Ce qu'il faudrait faire aussi, plus largement, c'est sans doute changer de regard sur les végétariens. Parce qu'un des obstacles principaux à la transition, il est social. Il tient un regard d'incompréhension, souvent de moquerie ou de réprobation, qui est porté sur celles et ceux qui essayent de s'engager dans cette voie, qui sont quand même regardés comme des gens franchement bizarres. Or, le végétarisme aujourd'hui, ce n'est pas une mode. Les végétariens, qui sont 2% de la population en France, il n'y a aucune raison qu'ils forment une communauté. Être végétarien, ce n'est pas une identité. C'est à nous tous, en réalité, qu'il devrait revenir de végétaliser progressivement notre alimentation, parce que nous avons toutes les données pour savoir aujourd'hui que c'est le choix le plus rationnel du point de vue éthique et du point de vue écologique. Il correspond mieux à ce que nous voulons être. Nous n'avons pas envie de cautionner la souffrance de milliards d'individus sensibles. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants une planète sans forêt ou aux océans vides. Changer cela, ce serait une vraie révolution. C'est une révolution qui serait pacifique, qui nous ferait honneur. Et le pouvoir de la créer, sachant qu'elle a déjà commencé, elle est timide encore, mais elle a déjà commencé. Le pouvoir de la créer et de l'amplifier, il ne tient qu'à nous. Il est entre nos mains. Merci. Merci Vincent. Merci Vincent.